Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Caroline Souffrant. Elle nous présente son livre « Le privilège de dénoncer ». À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte nous amène son sujet, la marche-thérapie. Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres. Elle nous présente sa chronique « Les bienfaits du transport en commun sur la santé mentale ». Bienvenue à Folie douce. La santé mentale, c'est fondamental. Vous êtes au bon endroit à Folie douce. C'est avec plaisir que j'accueille notre invitée, Caroline Souffrant. Bonjour, Caroline. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir de te recevoir à nouveau. Ça fait longtemps, on a collaboré ensemble. Tu as collaboré à l'émission il y a plusieurs années, peut-être une dizaine d'années, ouais. Si je ne m'abuse, pour toutes sortes de chroniques. C'est intéressant de t'avoir ici comme auteur, comme invité. Tu vas nous parler d'un livre que tu as publié il n'y a pas si longtemps, à l'automne 2022, qui s'intitule « Le privilège de dénoncer ». Comment tu peux nous présenter ce livre-là? Je dirais que c'est un livre qui porte sur le mouvement MeToo, moi aussi. Donc, ça parle de violence sexuelle, mais avec une perspective, je dirais, féministe, antiraciste, qui prend plus en compte les communautés plus marginalisées, je dirais. Okay. Surtout les communautés noires et racisées. Okay. En gros, ça serait ça. Parce que t'es juste pour rappeler, tu es au doctorat à l'Université d'Ottawa. Ça fait quand même plusieurs années que tu étudies au niveau, je dirais plus, au niveau société, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Tu as étudié à McGill, puis donc je pense que tu t'as fait comme une... T'as un peu une façon d'aider ou en tout cas de t'intéresser à la société. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait que t'as décidé d'écrire ça? Est-ce que je veux dire, ça te troublait ou ça te dérangeait, le fait que peut-être qu'il n'y avait pas d'informations assez sur le sujet? Il y a ça, oui, mais le processus, en fait, comment ça s'est fait, c'est que en juillet 2020, il y avait eu une vague de dénonciation au Québec qui avait beaucoup fait couler d'encre. Ouais. Puis moi, dans cette période-là, j'ai publié une lettre dans la presse qui s'appelait L'Entonnoir et je racontais en fait ce que moi j'avais vécu en matière de violence sexuelle, mais sans nommer de nom de personnes spécifiques ou d'organisations spécifiques. Puis à peu près un mois après, j'ai signé un contrat d'édition avec les éditions du Remue-Ménage. Puis j'ai passé les 2 années qui ont suivi à écrire le livre puis à vraiment travailler très fort pour qu'il sorte à l'automne 2022. Ouais. Donc ça s'est fait un peu comme ça. Je l'ai écrit parce que je me reconnaissais pas beaucoup dans le discours que j'entendais dans les médias sur le mouvement MeToo. Puis je l'étudie aussi au doctorat, le mouvement MeToo d'une perspective antiraciste et féministe. Donc je voulais vulgariser certaines choses au grand public, des choses qui sont peut-être moins connues, que les gens connaissent pas vraiment de l'histoire du mouvement. Donc, c'est un peu pour vulgariser. Puis aussi, il y a un côté un petit peu autobiographique, mais c'est un ouvrage qui vulgarise beaucoup de choses au grand public. Est-ce que c'est important pour toi pour guérir? Ça, je ne sais pas si on guérit un jour, ou en tout cas, on réussit à gérer la situation. Mais est-ce que c'est important pour toi d'écrire? Est-ce que c'est un peu un exutoire en même temps? Oui, tout à fait. Mais ce qui est drôle, c'est que moi, quand ça m'était arrivé, j'étais adolescente. Puis c'était avec un coach sportif en contexte sportif, si je peux le dire ainsi. Puis à l'époque, quand ça m'est arrivé, je pensais pas nécessairement en parler publiquement un jour. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de réaliser que c'est ça qui m'est arrivé. Mais je pensais pas forcément en parler un jour publiquement. Puis en juin 2020, en fait, un mois avant la vague de dénonciation de juillet 2020, je commençais à y repenser. Ça faisait à peu près 10 ans que ça m'est arrivé. Puis je pensais peut-être porter plainte, à faire des démarches judiciaires. Puis finalement, en juillet 2020 est arrivé, puis j'ai comme changé de direction, donc qu'est-ce que je voulais faire. Donc j'ai écrit un texte dans la presse qui a été publié, puis qui a eu vraiment des échos positifs. Il y a beaucoup de réactions, ouais. Ouais, puis à peu près un mois après, j'ai signé un contrat d'édition. Donc ça s'est fait un peu comme ça. Oui, c'est un exutoire, puis je dirais que ça m'a guéri d'écrire ce livre-là parce que j'ai été entendue dans qu'est-ce que je voulais raconter. Je l'ai fait d'une manière qui faisait du sens pour moi. Puis c'est ça m'a donné un sentiment de justice d'écrire ce livre-là. Puis je pense que la littérature, c'est un outil de justice qui est souvent mis de côté, mais qui est très fort aussi, qu'on peut utiliser. Donc, c'est supérieur au mal qu'on peut ressentir, en fait, de dévoiler, parce que là, on décide de dire, c'est devenu public. Ouais. Donc, c'est mieux faire ça que finalement, de se taire et de garder ça pour soi. Je pense que chaque personne vit ça un peu différemment. On n'est pas obligé non plus de raconter tout ça publiquement si on n'a pas envie de le faire. Mais moi, j'étais rendue là, j'avais envie d'en parler, puis je sais que ça a aidé d'autres femmes qui me ressemblent, qui viennent du même milieu que moi. Ouais.
Donc, c'est ça, ça a aidé des personnes, ça m'a aidé moi aussi. Donc, ça s'est fait comme ça, en quelque sorte. Oui, pour ton livre, donc, Le privilège de dénoncer, j'ai lu quelque part que tu disais, en fait, que les femmes et les filles noires, souvent, sont largement absentes là, du débat. Déjà que les femmes, en général, je pense, étaient déjà absentes, puis bon, il y a une certaine évolution, mais comment tu pourrais expliquer ça, puis qu'est-ce que tu voulais dire, en fait, par ça? Ce qui est paradoxal, c'est que le mouvement MeToo, ce que les gens, des fois, savent pas, c'est que c'est une femme noire qui l'a initié. Ah ouais? Aux États-Unis, elle s'appelle Tarana Burke, puis elle avait créé cette campagne-là 10 ans avant que ça devienne viral, en octobre 2017. Puis elle avait vraiment créé ça pour les femmes et les filles noires, des milieux défavorisés, des femmes parce que c'est une travailleuse sociale, une intervenante sociale. Donc, c'est ça, c'était pour sa communauté. Puis c'est devenu viral 10 ans après, en octobre 2017, quand il y a eu l'affaire Harvey Weinstein à Hollywood. Puis ça a été repris par des actrices hollywoodiennes, majoritairement des femmes blanches. Donc, c'est vraiment un contexte très différent de celui de Tarana Burke quand elle avait commencé sa campagne en 2006. Puis donc, tu as voulu le mentionner, c'est ça? Parce que les origines, oui. Parce qu'il y a certainement, en fait, d'après ce que tu sûrement que tu as vécu, puis ce que tu observes, c'est que déjà, c'est difficile de se faire entendre quand on est femme blanche, par exemple, alors que quand on est une femme noire, peut-être c'est doublement difficile. Là. Exactement, oui. C'est à cause de à cause de toute l'historique, en fait. Exactement. C'est un peu ça. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui... Est-ce que tu as eu des réactions à ton livre? Est-ce que d'abord, comment on pourrait le... C'est un livre, de 100 quelques pages, je pense. Ouais, mais comment tu le décrirais? C'est pas un récit, mais c'est un... C'est un essai. C'est un essai littéraire, mais il y a des parties un peu autobiographiques dedans. Comme tu disais. Puis c'est destiné au grand public. C'est pas un livre académique, là. Non, c'est ça. Comme on disait, c'est ça. Est-ce que tu as eu des réactions? Puis est-ce que tu as eu des réactions spécialement, peut-être par des femmes qui sont de minorité visible? Oui, tout à fait. Quand j'avais écrit ma lettre dans la presse en juillet 2020, il y avait des femmes qui sont sorties publiquement après, qui me ressemblaient, puis qui ont commencé à raconter leurs histoires publiquement aussi. Puis j'ai eu une critique dans la presse aussi qui était très positive par rapport au livre. Donc, à date, j'ai des échos positifs. Oui. Puis est-ce que tu penses que... Parce que plus on a l'impression que plus on en apprend, pire c'est. Fait que est-ce qu'à un moment donné, on va finir par voir le bout... Puis que ça va justement, est-ce que la société va changer? Parce que c'est beau de dénoncer ce qui s'est passé avant, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens d'aujourd'hui prennent conscience puis changent les mentalités? Je pense que la jeune génération, parce que je travaille avec des jeunes, puis ils sont très conscients plus rapidement de quand leurs droits ont été bafoués. Fait que je pense que j'ai confiance dans cette génération-là pour changer les choses. Je dirais pas que c'est pire qu'avant. Je pense que les gens en parlent plus. Parce que c'est un problème qui est très, très, très répandu à travers le monde. Donc maintenant, on en parle beaucoup plus. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis c'est un peu la thèse du livre. Quand je dis privilège de dénoncer, c'est que ça n'existe pas vraiment. C'est comme un peu une illusion. Parce que je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Puis que les solutions que les gouvernements nous proposent, pour moi, c'est des solutions qui sont très partielles. C'est pas assez révolutionnaire pour moi. Et on a l'impression qu'on n'a pas encore le privilège. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est compliqué. Puis je sais pas si c'est encore si c'est si compliqué que ça. Parce que même si on se reporte il y a 10 ans ou avant, est-ce que tu te serais vu à porter plainte? Ça aurait été compliqué encore plus qu'aujourd'hui. Ouais. Je pense que ça aurait été plus compliqué. C'est sûr qu'il y a des choses qui ont évolué, effectivement. Mais à l'époque, je n'étais pas rendue là. Je voulais juste oublier qu'est-ce qui m'était arrivé puis essayer de vivre ma vie, passer à autre chose. Mais en juin 2020, ça a changé et que ça a comme évolué avec les années. Donc, voilà. Est-ce que depuis tes écrits, depuis que tu as pris la parole, est-ce que tu te sens mieux aussi? Ouais, est-ce que tu sens que tu as fait un peu la paix ou tu as passé par-dessus? Je me sens en paix avec ce qui m'est arrivé. C'est sûr, c'est pas quelque chose que je méritais de vivre. Puis je pense qu'il n'y a aucun enfant qui mérite de vivre ça. Mais ouais, je me sens en paix avec ce qui m'est arrivé, puis j'ai trouvé une façon de tourner ça en positif pour aider d'autres personnes. Avais-tu de la colère, mettons, face à ça? Est-ce que, en d'autres mots, est-ce que ça t'a nuit dans tes années précédentes? Je sais pas si ça m'a nuit, mais c'est pas de la colère, que c'était plus un sentiment de trahison. C'est plus ça que j'ai ressenti, puis j'en parle un peu dans le livre. Autant envers la personne qui m'a fait ça, mais aussi l'organisation qui l'a embauché, c'est plus un sentiment de trahison. De ne pas avoir été traité à ma juste valeur, de ne pas avoir été protégé. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu pourrais suggérer? Comment tu vois, est-ce que tu as sûrement réfléchi à ça, mais comment tu verrais la société? Comment on pourrait prévenir ça? Puis comment on pourrait s'assurer qu'il n'y a pas d'autres victimes, justement, dans le futur? Commencer très jeune, en parler aux jeunes, puis faire de la prévention dans les écoles, puis écoles primaires, secondaires, parce que ça commence tôt.
ces violences-là. Donc, je pense qu'il faut en parler aux jeunes. Puis actuellement, on n'en parle pas beaucoup aux personnes mineures. Là. En parler dans le sens de se prémunir, tu sais, comme c'est pas juste les filles, ben je pense que c'est peut-être la majorité des garçons aussi, oui. Ouais. Donc, de comment se prémunir ou comment... ça serait quoi le meilleur conseil à donner, disons, si tu aimerais parler à Caroline de 15 ans ou de 16 ans? Là? Ben, d'apprendre un peu c'est quoi le consentement, puis d'apprendre aux jeunes à détecter quand leurs limites sont bafouées, quand leurs droits sont bafoués. Ouais. Puis comme société aussi, quand les jeunes le disent, de les croire puis de les prendre au sérieux. Parce que des fois, des jeunes vont dénoncer des choses, puis ça va pas être pris au sérieux par les adultes. Fait qu'il y a cet aspect-là aussi que oui, les jeunes doivent apprendre à sentir quand leurs limites sont bafouées, quand ils ne se sentent pas confortables, à qui ils peuvent en parler. Mais il faut aussi avoir une écoute du côté des adultes aussi, parce que c'est quand même leur responsabilité de protéger les jeunes. Là. Est-ce qu'on devrait en parler à des adultes proches de nous ou à des autorités, d'après ton expérience? Ben, je pense que ça dépend de chaque personne. C'est vraiment spécifique selon le cas, la situation. En parler à une personne à qui on fait confiance, pas forcément la police, parce que des fois, ça peut être compliqué, porter plainte à la police, ça peut être très lourd. Mais il y a d'autres façons d'avoir justice autres que le système de justice criminelle. Donc, que ce soit dans le milieu scolaire ou même si c'est proche, là, si on se sent à l'aise avec la famille, parce que des fois, ça peut être honteux, tu sais, de dire... tout à fait, on a l'impression que c'est peut-être c'est soi qui a été la raison. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de honte puis de tabous, mais je pense que ça commence à changer... un peu socialement là, à ce niveau-là. Ouais. De façon générale, dirais-tu qu'on est complexé face à tout l'aspect de sexualité? Parce que, tu sais, la sexualité, à la base, c'est pas supposé être complexant, mais avec tout ce qui se passe, ça devient... Ben, les violences sexuelles, pour moi, c'est pas vraiment une question de sexualité, c'est plus une question de pouvoir puis de privilège. Ouais. Mais c'est juste que la manière de prendre pouvoir, c'est à travers la sexualité, mais pour moi, ça n'a pas tant rapport avec la sexualité. Ouais. Parce qu'on sait peut-être que c'est là que comme le pouvoir est encore plus fort. Parce qu'il y a un tabou. Il y a un tabou, puis effectivement, c'est comme un contrôle, là, puis c'est là que... Comment tu vois la suite des choses? Je veux dire, là, tu as écrit ça, est-ce que tu as le goût d'écrire d'autres choses? Parce que tu es bien parti. C'est ça, je pense que en même temps, c'est intéressant si tu as des bonnes critiques, des choses comme ça. Ben, c'est sûr que je vais écrire d'autres livres dans ma vie, mais je vais laisser celui-là faire sa vie en premier. Oui, il est quand même là, assez nouveau. Oui, il est nouveau, fait que c'est sûr que je vais écrire d'autres livres dans ma vie, là, c'est sûr. J'ai toujours écrit toute ma vie, donc je vais en écrire d'autres, c'est ça. Et les études, est-ce que ça se termine bientôt? Est-ce que tu es au doctorat? Oui, exactement. Je me donne un bon 2 ans encore pour finir. Ouais. Mais bravo, c'est vraiment magnifique. Si on veut se procurer le livre, que ce soit en virtuel ou en librairie, il est disponible des deux façons. On cherche le titre, j'imagine, du livre. Oui, tout à fait. leslibraires.ca en librairie, il est disponible en numérique aussi. Puis le livre s'intitule « Le privilège de dénoncer » de Caroline Souffrant. C'est super intéressant. Je te souhaite une bonne continuation avec le livre et puis avec tes études et avec ton cheminement aussi. Là, du côté social, je pense que ça prend des gens qui croient au mieux-être de la société pour l'améliorer. C'est un peu ça que tu veux faire aussi. Oui, tout à fait. C'est ça. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir été des nôtres. Et puis, au plaisir de se revoir éventuellement. C'est toujours un plaisir de t'accueillir à l'émission. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Nous voici maintenant rendus au segment Espresso. Alors, Pierre, ton sujet, la marche-thérapie. La marche-thérapie, oui. D'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « La marche, quelle thérapie ?» J'ai trouvé ça sur le site psychologie.com, qui est un site français que je consulte à l'occasion. Il y a quand même des bons articles en ce qui a trait à la santé mentale, santé générale. Tous les aspects, comme on dit. Ouais. Et tu vas voir qu'il y a des gens qui adorent la marche. C'est un article écrit par Mme Dane Coopers. Moi, j'adore en passant la marche. Moi aussi. C'est parce que tu peux le faire seul ou en groupe, tu peux le faire à l'heure que tu veux. En tout cas, tu vas apporter des points, mais c'est un bon exercice. Oui. Alors, cette Mme Dane Coopers est journaliste et écrivaine et elle s'est entretenue avec un anthropologue du nom de David Le Breton. Lui qui a voyagé partout dans le monde et qui s'adonne à de longues randonnées. Ouais. Alors, cette Mme Coopers nous dit « Marcher, c'est se délivrer de l'urgence, retrouver des sensations oubliées, toucher le sacré, une fatigue jubilatoire », s'enthousiasme l'anthropologue David Le Breton.
Elle nous dit « Cela fait 1 heure que nous parlons, et vent, soleil, renard et rivière, et aussi un orage qui vient d'éclater sur le campus, ont envahi le bureau de David Le Breton, qui est professeur à l'Université de Strasbourg. Qu'il écrive ou qu'il parle, les mots de cet anthropologue spécialiste du corps et du risque nous transportent séance tenante sur les pentes de l'Himalaya ou sur les sentiers des Vosges. Fervent marcheur, c'est en amoureux et non en scientifique qu'il a composé son éloge de la marche paru aux éditions Métallier. J'ai simplement essayé de transmettre mon plaisir, dit-il. Et il a même, on pourrait dire qu'il a dépassé son objectif. Tous ceux qui marchent déjà, on évalue leur nombre à 15 millions en France. Et ici au Québec, il y a plusieurs clubs de marche et j'y reviendrai un peu plus loin. Oui, puis sans faire partie de clubs, il y a plein de gens qui marchent très régulièrement. Oui. Alors tous ces gens se délecteront d'y retrouver les moments magiques qui les remettent encore et encore sur les chemins. Les autres en auront l'eau à la bouche et profiteront peut-être de leurs vacances pour tenter l'expérience. Madame Cooper demande « Au fil des pages de votre livre, un mot revient souvent, soit « jubilation ». Pourquoi la marche est-elle, à vos yeux, aussi jubilatoire? M. David Le Breton nous dit « Oui, c'est bien le mot qui convient. Et la jubilation de la marche est multiple. La première raison en est sans doute que le marcheur abandonne provisoirement toutes les contraintes de la vie quotidienne. Marcher, c'est se délivrer du stress, de l'urgence, du rendement. C'est retrouver le temps de vivre. Le marcheur est ouvert au monde et disponible à ce qui vient. En entrant dans la forêt, par exemple, tous ses sens sont sollicités. Humer, toucher, sentir, regarder, écouter. On est dans un monde de jubilation sensorielle. La somptuosité de certaines lumières, les odeurs de terre mouillée ou de résine, le chant des cigales, le craquement des pommes de pin, la rugosité de l'écorce des arbres, la douceur de la mousse, la fraîcheur du vent sur la peau. Et tout ça sans intoxication. Oui, exactement. C'est quand même fort. Oui. Alors, marcher, c'est réintégrer notre corps, quitter l'ère de l'humanité assise et renouer avec le plein vent du monde. Le marcheur retrouve des sensations musculaires oubliées. Il éprouve sous ses pieds le sol, sablonneux, crissant ou moelleux. Il sent une fatigue physique qui monte doucement. Mais c'est une fatigue heureuse. S'asseoir dans l'herbe, dormir à l'ombre d'un arbre ou se baigner dans une rivière découverte par hasard sont alors des délices, des moments justement de jubilation. Bien sûr, nous dit Mme Cooper, après quelques heures de randonnée, on a faim et soif. L'eau paraît la plus divine des boissons et le pique-nique un vrai régal. Ou bien on découvre un petit restaurant dans un village et là, c'est un bonheur inattendu. On mange avec appétit, l'esprit tranquille. On discute avec le patron ou avec ses voisins de table de la biche ou de l'écureuil qu'on a aperçu et du rapace qu'on a vu tournoyer. Je repense à une marche que j'ai faite cette année avec ma compagne au Népal. Après avoir longuement monté au sommet des collines, nous avions entamé une longue descente vers le parc de Pokhara dans la chaleur du jour. Nous étions trempés de sueur. On entendait un clapotis. Et puis soudain, le minuscule sentier a débouché sur un ruisseau avec des chutes et des petites retenues d'eau. On s'est déshabillé et cette eau fraîche était merveilleuse. Ce sont des moments où on a l'impression que la vie atteint une culmination. On touche le sacré. Je pense qu'il aime ça. Comme on dit, on était à quelques centimètres du bonheur. C'est un peu ça. Exactement. Non, mais c'est vrai, ce qu'il dit, ça donne... Déjà, je suis assez convaincu, mais ça donne encore plus le goût, je trouve, de marcher. Oui, c'est vrai. Puis je pense spécialement pour les citadins comme nous. Ouais. Alors, on nous dit, on touche le sacré. Pour l'homme de la ville, mais justement, marcher représente un retour à une forme de sacralité. Vous avancez dans une cathédrale de silence, d'arbres, de couleurs. Vous êtes dans une espèce de liturgie personnelle qui n'a rien à voir avec les religions, mais qui mobilise chacun dans ce qu'il a de plus intime. Marcher nous renvoie à nous-mêmes, en profondeur, à ce qui compte dans nos existences. On le ressent surtout la nuit. Marcher la nuit est une expérience inoubliable. On n'est plus dans le monde ordinaire. Je pense aux belles réflexions de Peter Matheson
dans le roman Le Léopard des neiges, aux éditions Gallimard, paru en 1991, quand il regarde les étoiles s'allumer sur le toit d'une maison népalaise. Ah, là, c'est vraiment aussi, j'ai le goût d'être là. Ouais. C'est un des plus beaux livres que je connaisse. Sublime aussi, Le chemin des nuages blancs, paru chez Albin Michel en 1990, de Anaganka Govinda, quand il décrit son pèlerinage autour du mont Kailash en Inde, accompli par des milliers de bouddhistes. C'est hallucinant de beauté. Non, j'en rêve. Ma compagne m'y pousse ardemment. C'est une marche éprouvante qui dure des semaines. Mais je m'arrête ici, Yvan, et je poursuivrai un peu plus tard. T'es méchant, là, parce qu'on va aller prendre une marche pendant la pause, puis on revient. On va en parler plus tard à l'émission. Parfait. À venir dans l'émission, Catherine Stassin nous propose les bienfaits du transport en commun sur la santé mentale. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « La marche thérapie ». Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et LinkedIn, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. La santé mentale est toujours au cœur de notre quotidien. Nos chroniqueurs vous présentent leur sujet. C'est avec plaisir que je reçois Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvon. Encore une fois avec nous pour une chronique intéressante cette semaine, le bienfait du transport en commun sur la santé mentale. Bien curieux d'apprendre quel bienfait on peut en retirer, sûrement qu'il y en a de... Ah ben, d'abord... Il va falloir que tu me convainques. Avant même d'aller prendre le bus, on sort de chez soi. Ouais. On marche jusqu'à l'arrêt du bus ou jusqu'au métro. Ouais. Et donc, il est éprouvé. Les études le prouvent que les gens qui prennent les transports en commun ont déjà une activité physique plus importante que les gens qui sortent de chez eux, montent dans leur voiture. C'est vrai, on est plus en forme, d'une certaine façon. Ouais. Donc, ils ont déjà un minimum de 24 minutes pour être dans le chiffre, si on veut, de gagner par rapport à quelqu'un qui monte dans sa voiture et qui n'a pas cette activité-là. Là, je blaguais tantôt, je ne veux pas quand même passer pour quelqu'un qui déteste le transport en commun, mais c'était un peu une blague. Oh, mais écoute, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, d'aimer ce qu'il veut. Donc, parce que des fois, dans notre époque, des fois, tu sais, les gens... on peut être stigmatisé pour ce genre de choses. Il faut qu'on parle comme la masse, des fois, mais tu sais, je veux dire... On peut être stigmatisé, mais je pense qu'il compte ici, c'est d'aller voir les bienfaits et les conditions dans lesquelles, en effet, c'est bénéfique pour nous. Mais ça, c'est un bon point, ce que tu apportes. Déjà. Voilà. C'est pas la peine, évidemment, si on est quelqu'un de claustrophobe et qui ne supporte pas d'être dans un bus ou un métro, surtout sous terre, c'est sûr qu'on ne va pas y aller. Ou quelqu'un qui a de la difficulté à se déplacer, ça devient un calvaire. Là, plutôt que... Ça peut être du stress, etc. Mais la personne pourrait trouver un arrangement avec un ami et puis bénéficier aussi de cet aspect positif. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte, évidemment? On le sait tous, l'activité physique, ça nous apporte une production d'endorphines. C'est une hormone qui va nous permettre d'être de meilleure humeur, de mieux dormir aussi, ça c'est important, souvent bien récupérer, et puis aussi d'abaisser nos niveaux de stress. Et Dieu sait si on en vit pour différentes raisons. Donc, c'est certain qu'il y a cet aspect-là qui est majeur. C'est cette activité physique, et on peut très bien se dire, aujourd'hui, je prends 2 arrêts plus loin le bus et je marche jusque-là en plus de ce que j'ai marché depuis la maison. Ça, c'est encore plus génial pour nous, on va se sentir mieux. Ou bien, dans le fond, j'ai pas le temps ce matin, mais quand je rentre ce soir, je m'arrête 3 arrêts plus tôt et je marche. Et on va voir qu'on commence un tout petit peu comme ça et on en ressent tout de suite le bénéfice. Ou dans le métro, on monte 2 marches par 2 marches. Ça faut être fort. Mécanique. Ça m'arrive des fois de me dire, je vais faire ça, mais je m'arrête vite derrière quelqu'un. Ça nous pousse à bouger un peu plus, puis avoir un petit peu... Oui, mais ça, c'est dur, parce que d'abord, l'air n'est pas terrible dans le métro. C'est sûr que ça fait travailler un peu s'il y a du monde, c'est pas drôle. Le cardio. Mais ça fait travailler le cardio. Il faut y aller mollo, en fait. Il faut y aller graduellement. Oui, je parlais pas de sport, moi, dans
dans les transports en commun. Je parlais juste un petit peu d'exercice physique, d'activité physique. Non, effectivement, ça, c'est du sport. Mais est-ce que les gens, moi, ça fait un petit bout quand même, je ne l'ai pas pris, le transport en commun, mais est-ce que les gens se parlent plus qu'avant? J'ai toujours eu l'impression que les gens étaient un peu individualistes. Là, Alors ça, c'est aussi un bénéfice du transport en commun. Évidemment, je ne parle pas de l'heure de pointe où on est tous serrés les uns contre les autres. Je parle de moments où sur des lignes où on se sent bien, on va vouloir nouer des contacts. On peut simplement dire bonjour en s'asseyant à côté de quelqu'un. La personne, on ne l'oblige pas à parler. Et si la personne a envie de parler, elle va venir toute seule. C'est-à-dire qu'elle va amener la conversation. Moi, l'autre jour, j'ai eu une très chouette conversation. Il était assez tard et puis la personne, il y avait quand même... la personne était comme 2 places plus loin que moi. Et puis pour finir, on a parlé. Elle m'a raconté un parcours de vie. Et j'ai entendu l'histoire de quelqu'un qui vivait quelque chose d'extraordinaire et qui est retourné aux études à 45 ans, dans l'étude de la menuiserie, je veux dire. C'est agréable. C'était incroyable. J'ai fait quand même mon petit voyage dans le bus. Et donc, c'est un des bienfaits de briser l'isolement. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont plus des problèmes d'isolement, mais aussi ça permet simplement, même quelqu'un qui n'a pas ce problème, c'est gai de discuter avec quelqu'un dans un bus pour ceux qui aiment ça. Quelquefois, certaines personnes, c'est peut-être leur seul contact avec qui ils vont avoir dans une journée. Là. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens solitaires, beaucoup de gens seuls. Oui. Fait que des fois, on ne peut pas imaginer le bienfait que ça peut faire à quelqu'un de lui parler, c'est ça? Moi, je remarque ça aux arrêts. Souvent, les gens dans la file, ils vont se mettre à parler. Une fois dans le bus, ils se taisent, ils veulent leur place, ils vont s'asseoir. C'est drôle, hein? Mais dans la file dehors, les gens vont parler, raconter des choses, etc. La météo, évidemment, c'est toujours un sujet pour démarrer une discussion. Mais oui, mais on s'est aperçu pendant la pandémie que, et ça aussi c'est quelque chose qui est prouvé, c'est que le petit chit-chat de tous les jours, la petite jasette, c'est fondamental dans notre bien-être. Oui, on ne refait pas le monde, mais c'est pas grave. C'est important dans notre manière de fonctionner comme être humain. Donc, on noue des contacts, on peut s'engager dans de véritables conversations si on le souhaite, et ça vient tout seul, on ne force pas les choses quand même. On peut aussi avoir, et ça c'est chacun fait comme il veut, prendre ce temps pour soi-même. Évidemment, il ne faut pas être debout dans le métro, bien que j'ai déjà vu des gens qui étaient sur une liseuse électronique, qui lisaient debout, ou sur leur cellulaire, qui consultaient des sites debout. Moi, je ne suis pas capable de faire ça, mais je trouve qu'assis, on peut lire un bouquin, on peut regarder une vidéo si on le veut, on peut aussi ne rien faire, être dans l'observation de la rue, dans l'observation du petit quartier, qu'est-ce qui a changé. Et pendant qu'on se déconnecte comme ça des choses dictées plutôt, eh bien là, on permet à l'esprit un petit peu de se libérer, à notre cerveau de retirer la pression en étant juste à regarder par la fenêtre du bus. Évidemment, dans le métro, c'est pas quelque chose qui est faisable. On peut regarder ses voisins. Il y a des tas de choses intéressantes à regarder dans le métro. Mais un des avantages, c'est aussi ça, c'est peut-être de laisser, de lâcher prise un peu, de laisser le contrôle à quelqu'un. Quand on va conduire dans le trafic, ben, on peut pas lâcher prise. On doit être concentré sur la route. Là. Voilà. Alors que là, dans les transports, on peut laisser le conducteur conduire, puis c'est beau. Tout à fait d'accord. Je voulais pas amener la chronique en porte-à-faux avec l'automobile. Mais c'est certain que dans une automobile, on peut peut-être écouter un balado, mais on ne peut pas regarder une vidéo, on ne peut pas lire un bouquin. Et puis même en écoutant un balado, il ne faut pas que ce soit quelque chose de trop compliqué. On reste... il faut avoir un minimum de stress pour être actif et, comment on dit, vigilant sur la route. Vigilant, ça. Donc dans un embouteillage, c'est faisable, mais quand ça roule, il y a des choses plus difficiles à faire en même temps. C'est souvent les bienfaits qu'on remarque aussi quand on est automobiliste puis qu'on prend une fois, occasionnellement, un transport en commun. Souvent, on va peut-être mieux le remarquer que les gens qui prennent le transport en commun tous les jours. Là. Oui, donc, on a une certaine facilité, en fait, de se laisser conduire, en fait, c'est un peu ça. Oui, et puis je pense qu'on voit aussi les gens de la vie dans le bus et dans le métro. Et quand on a eu l'habitude de prendre longtemps la voiture ou d'autres moyens, eh bien, on a un petit peu déphasé par rapport à ça. Mais enfin, ça, c'est une remarque vraiment parallèle. Ce que ça améliore, et ça, c'est vraiment très, très bénéfique, c'est la mobilité de manière générale. Donc, avoir accès au transport en commun quand on ne peut pas toujours s'acheter une voiture. Parce que ce n'est pas seulement le fait de dire choisir le transport plutôt que ma voiture. Des fois, on ne peut pas toujours se le payer. Donc, ça permet
d'aller chercher un emploi qu'on n'aurait pas été chercher, d'aller chercher peut-être une autre formation aussi qu'on peut faire le soir en prenant un transport en commun. Donc c'est sûr que la mobilité, le transport en commun permet par son coût aussi d'aller chercher, d'améliorer notre mobilité et notre réseau social élargi aussi en ayant des activités de loisirs. À Montréal, on a la chance de pouvoir prendre un billet de métro, aller à la région Drapeau et de circuler sur l'île Sainte-Hélène. On peut pique-niquer, là, on peut faire du sport l'été, faire de la natation. Il y a toutes sortes d'activités aussi. On peut marcher, on peut observer le fleuve, on peut aller pêcher aussi. Ça détend pas mal. On peut aussi faire simplement du contemplatif comme quand on est dans un bus. Donc, c'est sûr que en élargissant, en prenant les transports, il y a énormément de choses qui sont à notre portée et notamment ce qui diminue aussi, et là j'arrive quand même à ce qui peut être un véhicule, un vélo ou une voiture, on n'a pas le stress de conducteur. Parce que moi, je dois vous avouer, tout un temps, j'ai été au travail à vélo et en fait, il faut être extrêmement vigilant à vélo. Et j'arrivais quand même relativement épuisée. Oui, il y a des moments extraordinaires à vélo quand on traverse un bois et c'est gai, c'est génial, ça fait du bien. Mais il y a une pente descendante, ça va bien aussi. Ça aussi, c'est encore mieux. Mais on sait qu'on va remonter le soir. Mais si on descend au travail, c'est déjà plus facile. Mais là, ça fait un bien fou, en effet. Mais par contre, la vigilance qu'il y a à avoir par rapport aux véhicules moteurs et aux autres vélos, parce que certaines pistes sont des vraies autoroutes à vélo. Et il y a des gens qui ne se comportent pas mieux à vélo qu'en voiture. C'est très dangereux. Même les zones dites réservées, des fois, ne sont pas respectées. Voilà, il faut être vigilant et rien à faire. On ne peut pas, comme quand on est dans un bus, se relaxer et faire autre chose. D'accord ? Donc, ça, c'est certain que ça nous retire ce stress et ça, c'est extrêmement bénéfique. OK. Maintenant, attention, évidemment, il y a des bémols. C'est-à-dire que, comme on a dit un petit peu au début, si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas être avec d'autres mondes dans un espace restreint, le transport en commun n'est pas pour vous, c'est tout. Mais attention, moi, c'est pas mon fort au départ. Mais en prenant le bus et en choisissant bien mes trajets, par exemple, plutôt que de prendre un direct où il y a plein de gens à l'heure de pointe, je vais prendre 2 bus, ou je vais prendre un bus et je vais marcher, et ce sera un bus qui ne sera pas bondé. Ouais. C'est vrai, c'est une bonne tactique. Et j'ai remarqué en effet qu'à une certaine heure, ou 5 minutes avant ou après, eh bien, dans le fond, il y a de la place. Je peux vaquer à mes occupations, être tranquille plutôt qu'être dans l'express où tout le monde est serré comme des sardines. Ça me fait penser un peu à l'autoroute. Voilà. Des fois, l'autoroute est bondée, mais quand tu réussis à prendre d'autres chemins, c'est un peu plus long, mais c'est plus agréable pour circuler. Très bonne analogie. Tout à fait. Je trouve qu'il faut trouver son bonheur là-dedans et c'est vrai que ça prend du temps. Alors, j'ai donné sur le site, vous trouverez des références des différents transporteurs de Montréal et autour de Montréal. Mais il faut dire que ces modules, ces moteurs de recherche pour aller vraiment vous aider à trouver votre trajet, eh bien, ils ne sont pas toujours parfaits. Donc, essayez par vous-même des trajets qu'eux ne vous proposent pas. Si ce trajet-là vous arrange mieux et qu'il n'est pas proposé, ben vous le faites. Parce que ça, vous passez, par exemple, vous traversez un bois ou vous passez par, je sais pas, le long du parc La Fontaine ou le long près d'Anjou, là, je ne me rappelle plus du nom du bois, là. Mais bon, soit, et ça vous fait du bien, il y en avant. Et plutôt que certaines personnes aiment ça voir à l'extérieur, plutôt que de prendre le métro, comme tu dis, il y a peut-être d'autres façons. Moi, je préfère le bus pour ça aussi. Le train, à rigueur, aussi, là. Le train, ben voilà, on n'a pas parlé du train, mais on peut très bien, c'est vrai qu'on est un peu centré sur Montréal ici, mais n'hésitez pas à partir à prendre un train pour aller à Québec. Mais même dans la périphérie de Montréal, il y a des trains. Il y a les trains de banlieue, tout à fait, oui. On est à l'extérieur. De montagne, Mont-Saint-Hilaire, etc. C'est ça. Vous pouvez aller faire une excursion en prenant... Saint-Jérôme et tout, là. Voilà, exactement. Je crois que là... je ne sais pas s'il y a autant de choix que pour les transports sur Montréal, comme choix d'horaire, mais c'est vrai qu'on peut aller trouver son bonheur en fonction des horaires et du trajet qu'on veut faire exactement et de ce qu'on recherche aussi. Je pense que c'est à vous de trouver
votre chemin, chers auditeurs. Oui, en terminant, merci beaucoup Catherine. Comme on mentionnait, on va donner les coordonnées des transporteurs sur notre site antenne.qc.ca dans la section mentionnée à Folie Douce, sous ta chronique, donc sur les bienfaits du transport en commun. Merci pour cette chronique et à la prochaine. Merci Yvon. Au revoir. Au revoir. Que vous soyez au boulot ou dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie Douce. Nous poursuivons au micro avec l'espresso allongé et le sujet que tu as débuté tantôt, Pierre, la marche-thérapie. Oui, la marche-thérapie. D'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « La marche, quelle thérapie ?» C'était sur le site psychologie.com, un site français qui est toujours bien rempli. C'est un article écrit par Madame Dane Coopers, qui parle avec l'anthropologue David Le Breton, un amoureux de la marche. C'est même un poète de la marche, je dirais, parce que ce que tu mentionnais tantôt, écoute, c'est imagé, c'est un poète, ce gars-là. Oui, c'est un écrivain, puis c'est carrément. Pour lui, la marche, c'est de la poésie. Ouais. Alors, il nous parlait d'une marche qu'il a fait en Inde, autour du mont Kailash. J'espère que je prononce bien. Alors, il nous dit que c'est hallucinant de beauté. Et il dit qu'il en rêvait. Il dit « Ma compagne m'y pousse ardemment. C'est une marche éprouvante qui dure des semaines. Imagine-toi. Okay. Mais je crois que pour un couple, cela peut être un fabuleux voyage. Une façon de savoir pourquoi, profondément, on est ensemble. » Au terme de la marche, à 5800 mètres d'altitude, il y a un lieu ultime où le pèlerin délivre une sorte de message à tous ceux qu'il a aimés ou qu'il n'a pas su aimer, à ceux qui ont disparu ou qu'il a perdu de vue. Un moment de purification de soi, un passage initiatique. L'autre est souvent présent dans la marche. Il y a aussi les compagnons de route avec qui on est dans une communion rare. Même si on marche seul, on est dans un interminable dialogue intérieur. Des visages vous reviennent. L'émotion vous saisit à la vue d'un paysage. On se dit « Ah, si un tel était là, il adorerait ». Je pense que la marche recèle assez de puissance et de beauté pour délivrer beaucoup de souffrance. Elle élague, elle remet les choses en place. Elle permet de retrouver le chemin du monde, le cœur et le sens de la vie. Il n'est pas rare qu'en marchant se prennent des décisions radicales qui changent une existence. C'est banal à dire, mais je crois vraiment que c'est une formidable thérapie. Je l'ai moi-même vécu autrefois. J'étais parti au Brésil en pensant ne jamais rentrer. J'ai vécu une longue errance avec un énorme mal de vivre. La marche et l'écriture m'ont porté. Il est vrai que c'était surtout une marche dans les villes qui peut, elle aussi, être jubilatoire. Le mot jubilatoire revient. Bon, oui, c'est sûr. Je suis aussi un marchand éperdu des villes. À Rio, à Bombay ou à Lisbonne, j'aime marcher des heures au hasard, me laisser porter par le génie des lieux, suivre un fleuve, rêver à une terrasse de café. Il y a des villes où l'on se sent immédiatement dans un bonheur total, comme dans la main d'un dieu. Et il est des lieux qui effraient. J'aime cette idée d'un esprit des lieux. Pour moi, ce sont des parcours affectifs sans but, sans plan, où l'on se laisse guider par ses sensations. Question difficile. Il faut emporter le minimum sans pour autant laisser l'essentiel. Chacun a ses priorités. Les miennes sont des livres et de quoi écrire. Mais l'essentiel pour tout marcheur, c'est la boisson, la cape de pluie, le pull, la lampe électrique parfois. Peu de linge de rechange, on peut toujours se laver. Il faut savoir renoncer, se délester, cela fait partie du jeu. Et le poids du sac sur les épaules au fil des kilomètres est là pour vous le rappeler. Or, la marche doit rester une humilité tranquille et une jouissance. Ce sont vos premiers pas. Partez avec des marcheurs expérimentés, connaissant l'itinéraire et munis d'une carte. Ça c'est important. Ça nuit pas. Surtout dans des endroits où il n'y a pas de GPS et puis il n'y a pas de téléphone cellulaire, ne se rend pas, ça prend une carte. On nous dit choisissez une marche entre 8 et 12 km
selon votre forme, soit entre 2 et 3 heures de marche et sans les pauses en montagne, raisonner en temps et non en distance. Cela vous semble beaucoup? Le bienfait de la marche se fait sentir sur la durée. Et je trouve qu'il faut s'écouter, tu sais, dans le fond, parce que ça peut être beaucoup pour certains, puis peu pour d'autres. Je pense que sans se pousser trop, je pense qu'il y a moyen de s'écouter puis savoir si c'est trop ou pas. Là. Ça prend de l'endurance. Ça prend de l'endurance. Parce que je pense, Alors, on nous dit, prévoyez un pique-nique, 1,5 litre d'eau, des fruits secs pour l'énergie. N'oubliez surtout pas les vêtements de pluie. Mettez le tout dans un sac à dos confortable. Démarrez de bonne heure. La forêt vous appartiendra et une sieste vous récompensera. Vidé par mon ascension, mais heureux, comment ce plaisir né du tourment est-il possible? Car, avouons-le, marcher, parfois c'est dur. Mais au-delà d'un certain seuil de fatigue, le cerveau sécrète des flux d'hormones ou d'endorphines de la famille de la morphine qui bloquent les circuits de la douleur. Non seulement la douleur disparaît, mais le cerveau est inondé par des flux de neurotransmetteurs qui excitent les centres du plaisir. D'où l'impression du marcheur en overdose de littéralement avancer sur un petit nuage. Finalement, il nous dit « Attention, les courbatures du lendemain sont comprises dans le trip. » Et moi, j'aurais envie d'ajouter « Ayez des bonnes chaussures. » Oui, c'est ce que j'allais dire. Il faut être bien chaussé selon l'environnement, si c'est chaud, mouillé, peu importe. Ouais. Et je vous disais en début de lecture tantôt qu'au Québec, il y en a des clubs de marche. On peut marcher par soi-même, mais les clubs de marche aussi, ça peut être motivant. Il existe, par exemple, le club de marche dynamique basé à Montréal. Il y a le club de marche Rando Québec. Il y a le club de marche Randonnée Aventure. Club de plein air à Montréal. Et je ne vous donne pas les sites Internet, mais on va les afficher sur notre site. On va les mettre sur notre site web antenne.qc.ca dans la section mentionnée à Folie Douce. Oui. Il y a aussi le Club de marche de Québec et finalement des clubs sportifs pour profiter du plein air en groupe. Et une des façons, même si on est dans un milieu urbain comme beaucoup de gens à Montréal, mais il y a plein de marches possibles. Là. Tout le territoire est possible. Oui, on peut marcher à travers des parcs. Oui, exactement. Mais il y en a qui vont dire que peut-être ils ont des craintes de marcher en ville s'ils sont seuls. Il faut trouver un endroit qui est confortable, ça c'est sûr. Qui est sécuritaire. Hein. Ben, merci beaucoup, un beau sujet, la marche-thérapie. Merci Pierre pour ça. Vous souhaitez écouter l'émission Folie Douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques mois avant de terminer ce rendez-vous de Folie Douce, alors merci Pierre pour ton travail en régie et pour tes segments Espresso. Bienvenue, mon cher. Tu nous as parlé de marche-thérapie, c'est un beau sujet, ça donne le goût encore plus de marcher, c'est vraiment intéressant. Notre invitée en début d'émission, Caroline Souffrant, nous a présenté son livre « Le privilège de dénoncer ». Merci Caroline d'avoir été des nôtres à l'émission. Notre collaboratrice Catherine Stassin nous a apporté sa chronique « Les bienfaits du transport en commun sur la santé mentale ». C'était donc Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.